Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Microchip? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue, non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, stabilité ou croissance des revenus, on aime ça, on a une croissance des revenus ici. Marge brute, est-ce qu'elle est stable? Donc, la marge brute est également légèrement croissante sur les dernières années. Donc, pourquoi? C'est très important à aller regarder. La croissance ici, acquisition ou bien de manière organique, on essaie de regarder ça ici. C'est plus de manière organique, donc j'aime encore plus ça. OK. Maintenant, est-ce que les marges EBITDA, est-ce que les marges brutes ici, qui sont croissantes en date d'aujourd'hui, est-ce que ça se répercute également sur les marges EBITDA? Oui, on a également une certaine croissance des marges EBITDA, près de 49% ici. Donc, le plus important, c'est de savoir, est-ce que c'est durable? OK. Pourquoi est-ce qu'elles ont augmenté sur les dernières années? Ça reste ici. On a ici, c'est une compagnie exerçant dans le secteur des semi-conducteurs, donc ça reste ici assez cyclique. OK. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Allez regarder ici. On a un nombre d'actions qui augmente également. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Est-ce que le nombre d'actions augmente parce qu'il n'y a pas de free cash flow? Quand on regarde les free cash flow, les net income, elle gagne énormément d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'elle augmente le nombre d'actions? Surtout si elle ne fait pas beaucoup d'acquisitions. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est clair que à partir de le pic ici, c'était à peu près en mars 2022. Et depuis cette période-là, on a une légère diminution. Mais j'espère que ça va continuer. Mais ça, déjà, je n'aime pas. Mais quand on prend en considération ici le bénéfice net par action, ou bien le free cash flow net par action, ici on a quelque chose qui évolue. OK, donc les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici, encore assez impressionnant. On aime ça. OK, donc du point de vue dette net sur EBITDA, le niveau de dette net sur EBITDA est aux alentours de 1,3 fois les EBITDA, très bien également. Donc pour ce genre d'entreprise, il faut également les garder en dessous de 5 fois les EBITDA, en dessous de 3 fois même. Parce que ça reste un secteur assez cyclique, le cycle peut vite se retourner. On voit également ici qu'elle a fait je ne dirais pas qu'elle a fait une... Attendez. Elle a fait une acquisition ici. On va juste regarder. Oui, elle a fait une acquisition en 2018. Donc, elle a pris une énorme dette ici. OK, donc vous voyez ici que l'acquisition en question, on a pris une énorme dette et on repaye la dette entre-temps. Sur les dernières années, on sait peut-être également la raison pour laquelle le nombre d'actions a peut-être augmenté à cette période-là également. C'est peut-être une raison. D'accord, mais bon, on avait déjà vu ici qu'entre 2009 et 2016, ici, on avait également une certaine évolution. Bref, j'aime bien ce que je vois ici au niveau de la dette nette. Elle essaie de repayer sa dette nette ici assez rapidement. Donc maintenant, du point de vue évaluation, le marché paye généralement combien de fois les free cash flow pour ce genre d'entreprise? Semi-conducteurs, je pense qu'on sera que 15-20 fois les bénéfices par là. Tout dépend ici de la croissance par là. OK, donc free cash flow. Malheureusement, je n'ai pas les forward free cash flow ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. On va penser en termes de rendement. On réfléchit toujours en termes de rendement, dépendamment du secteur d'activité. Donc, on voit ici que 20 fois, sur les 20 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices, 17 fois les free cash flow. Sur les 10 dernières années, c'est 17 fois les free cash flow. Donc, je vais mettre 17 fois les free cash flow, ce n'est pas plus grave que ça. On aime ça. OK. Donc, en prenant en considération une certaine croissance, est-ce que c'est un business qui reste assez prévisible ici du point de vue free cash flow? Oui. Ça reste assez prévisible, mais on s'attend ici à 2016, 2026, c'est des free cash flows autour de 5 $, par là. En termes de bénéfices nets ajustés, 5,37 $. Donc, on s'attend à un certain ralentissement ici de la croissance. Et qui dit ralentissement de la croissance, on peut également avoir tendance à avoir un prix de moins en moins élevé. Donc, à 17 fois les bénéfices, ça va donner quoi? Donc, je mets ça ici. 17. Je ne prendrai pas en considération la dette nette ici parce que voilà. Enfin, même pas, je ne prendrai pas, on va essayer, on va le prendre. OK. 17 fois les bénéfices par rapport à 2026 ici, vu que ça semble être une activité assez prévisible, on sera à peu près à 87 $. 87 $ ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Dette nette. Ça donne combien? Dette nette, 87 moins la dette nette, ça donne à peu près 77 $. OK, on va se dire que ouais, c'est légèrement surévalué. Mais attention, la vie de l'entreprise ne s'arrête pas en 2026. Peut-être qu'on va avoir tendance à connaître un léger ralentissement ici, mais ça pourrait continuer à croître sur les années à venir. Je vous rappelle que la croissance en termes de free cash flow est de 11% sur les 19 dernières années, on a du 10%. Sur les 7 dernières années, on a du 8%. Sur les 13 dernières années, on a du 13%. Donc, on a quand même une croissance supérieure à 7 à 8% sur les dernières années ici. Ça pourrait continuer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours aller regarder au-delà de 2026 ici. OK? Les analystes, déjà, s'attendent à avoir une croissance de combien au-delà de 2026? Sont pas très optimistes par rapport à la croissance future. Donc maintenant, on va essayer de voir quel est le driver de la croissance passée et on va essayer de se projeter dans le futur. En tout cas, pour moi, je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. À la limite, on serait correctement évalué. Et correctement évalué uniquement parce que je vois ces éléments-ci. OK? Parce que si on avait à peu près des attentes de plus en plus élevées, mon avis aurait été totalement différent. Mais au prix actuel, est-ce qu'on surpaye pour cette compagnie? Je ne pense pas. Le plus important maintenant, c'est une compagnie qui a une historique ici de croissance. Maintenant, au-delà même de demander la croissance future, on demande au moins le maintien des bénéfices nets.
pour les années à venir, ou bien les free cash flow. OK? Enfin, la dette est également assez gérable. Le dividende également augmente ici. Ils peuvent le payer dans tous les cas de figure. OK? Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. En date d'aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez reverser du 6,40% en date d'aujourd'hui. OK? Donc, actuellement, c'est 1,96. Il y a de grandes chances que ça continue à augmenter. Donc, ça ne sera pas surprenant de voir le 10% de croissance par rapport au dividende. Pas surprenant du tout. En tout cas, pour moi, je pense qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui, même si on trouve un prix un peu plus bas que ça. Mais voilà. Pensons en termes de rendement, on va se dire que le prix actuel est juste correct, sans plus, et maintenant tout va dépendre de la croissance future. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.